Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission Le Siège, cette émission qui vous fait découvrir les députés nationaux, provinciaux, ainsi que les élus, les sénateurs, les leaders d'opinion, tous ceux qui pensent au développement de la République démocratique du Congo. Nous le recevons dans cette émission afin que vous puissiez découvrir, mais décrypter ensemble avec nous l'actualité politique et parlementaire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Siège. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de recevoir une femme, analyste politique dans cette émission Le Siège. Il s'agit de Maître Dalia Chilanda, avec qui nous allons revenir sur l'actualité sécuritaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Les annonces. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai le réel plaisir de recevoir Maître Dalia Chilanda, qui est analyste politique, avec elle nous allons revenir sur les grandes questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grace. Je suis honorée de votre invitation. Alors, le siège, c'est parti avec cette première question que nous posons toujours à nos invités. Comment se porte la RDC aujourd'hui, selon votre regard? J'aurais voulu vous dire que le pays va très bien, la République démocratique du Congo se porte bien, mais malheureusement, vous savez, comme l'ensemble d'un corps humain, lorsqu'il y a un membre du corps qui est malade, il est très difficile de dire que tout va bien. D'où nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo la partie est de notre pays qui vit une agression depuis plus de 2 décennies aujourd'hui. Et ces atrocités font qu'aujourd'hui, le narratif voudrait que l'on dise qu'effectivement le pays ne va pas bien au regard de ces atrocités et de cette agression injuste que nous vivons. Donc, pour vous, selon la RDC, ne va pas bien simplement parce qu'il y a insécurité? Insécurité, non, ça va au-delà de ça. Ce n'est pas une simple insécurité. Une agression, nous avons des compatriotes qui vivent des atrocités, qui se retrouvent dans des situations de se déplacer d'un camp à un autre, cherchant juste la paix. Et cette paix, vous savez, lorsque vous êtes dans une situation telle que la vivent nos compatriotes, il est très difficile de vaquer à ces occupations. Il est très difficile même de voir le développement finalement de cette région. Et à cause de cela, oui, le pays est en guerre, le pays, les choses ne vont pas bien parce que nous ne pouvons pas dire qu'à Kinshasa tout va bien alors une grande partie de notre pays est sous l'emprise même de l'ennemi. Puisqu'on parle de l'insécurité, la semaine dernière, c'est encore frais, hein, nous avons célébré, commémoré plutôt le Génocoste. Quel sentiment éprouvez-vous quand vous y pensez encore aujourd'hui? Alors, le Génocoste, aujourd'hui, où nous célébrons, nous commémorons, pardon, le génocide congolais, c'est d'abord un sentiment de rage, de colère, de voir qu'aujourd'hui, les minéraux, nos richesses est devenue un peu une porte qui nous emmène aujourd'hui beaucoup de malheurs. Aujourd'hui, l'enfant congolais ne jouit pas de ces richesses, mais aujourd'hui nous payons le prix de notre générosité, de nos richesses d'une autre part aujourd'hui, il y a cette révolte aujourd'hui de se dire nous avons la mission de ramener la paix dans la partie est de la République. Alors, on a vu hein, sur les réseaux sociaux, et je pense un peu partout ailleurs, nos compatriotes qui ont dit que certains bourreaux de ces génocides sont encore en liberté, travaillent même dans le gouvernement. Ne pensez-vous pas que pour une certaine paix est parfaite, il faudrait que certaines personnalités ou qui ont créé une instabilité en étant de rebelles puissent être poursuivies? Alors, je crois qu'il faudrait que l'on revienne d'abord, l'on contextualise un peu les choses. Il y a eu une certaine époque où le pays a connu une grande instabilité. Et de cette instabilité, il y a eu ces grands accords, cet accord global et inclusif qui a ramené toutes ces parties prenantes autour d'une table. Et nous avons eu même un gouvernement, une période de transition avec le 1+4. Donc aujourd'hui, certes, il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'allons plus embrasser cette démarche de ramener les anciens seigneurs de guerre
au sein du gouvernement, même au sein de la police, de la police ou de l'armée, mais vouloir encore revenir sur l'arrière. Vous savez, ces décisions à cette période de transitoire, elle a été salvatrice. Elle a eu ses avantages, elle a ses inconvénients, bien sûr, mais nous ne pouvons pas le revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, à nous de tirer des leçons, avancer, voir dans quelle mesure, au niveau de la Constitution, où nous ne pouvons plus tolérer à ce que les anciens seigneurs, ceux qui ont pris les armes contre la République, puissent un jour se retrouver dans les institutions. Nous devons plutôt avoir un regard tourné vers l'avenir. Ce qu'il y a eu dans le passé, certes, doit nous servir des leçons, de leitmotiv pour avancer, mais y revenir en disant que voilà, ceux qui ont pris les armes, à une certaine époque, ils ont certainement des justificatifs, mais je crois fermement qu'il est temps que nous nous servons de ces leçons pour pouvoir avancer au lieu de constamment revenir en arrière. Alors, on va dire un mot, vous allez dire un mot sur l'interview que le président de la République a accordée en pleine convalescence, on va le dire, sur une des chaînes de la ville de Kinshasa. Avant une autre question, comment avez-vous trouvé sa sortie médiatique? Alors, moi, il vous a paru en bonne santé, finalement? Oui, moi, je dirais, moi, j'ai plutôt vu un homme fort, un homme sûr de lui, un homme qui sait ce qu'il veut. Mais après, il y a un peu cette vague où tout le monde se joue, les grands connaisseurs, tout le monde prétend savoir ce qu'il faut dire ou pas. Je dirais plutôt que le chef de l'État, au cours de cette interview, a plutôt voulu démontrer qu'il est bien en forme, ça c'est la première des choses, mais après il a décidé simplement de dire les choses aussi directes et francs et secs qu'elles peuvent paraître. Beaucoup de révélations, hein. Mais bien sûr, et vous savez, à un certain moment, en tant que président de la République, j'estime fortement que le chef de l'État a accès à des informations que nous n'avons pas en tant que citoyens. Mais à un moment donné, lorsqu'il décide de mettre carte sur table, à nous plutôt de ne pas forcément se focaliser sur la phrase qui a été prononcée, mais cherchons à comprendre le comment du pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Cherchons réellement à comprendre. Et moi, je trouve que de cette sortie, il était important de nommer le chat par son nom, de dire les choses telles qu'elles sont et pour que nous puissions avancer. Voilà. Ce qui intéresse les Quinois ou les Congolais aujourd'hui, c'est un peu ce côté économique. Mais le président a semblé dire que les Congolais soient patients, qu'ils patientent encore, ils viennent à peine de s'installer, etc. Vous ne trouvez pas que c'est encore faire attendre les Congolais qui sont pressés, qui ont besoin de changement? Vous savez, le changement a toujours été un processus. Ce n'est pas par le président de la République n'est pas un magicien qui va claquer de doigts et bracadabra, les choses apparaissent. Il faut un certain nombre de temps. Certes, on reste un peuple très impatient. On regarde notre situation économique qui est très préoccupante. Ça, il faudrait le dire. Mais je crois que ce changement est un processus. Et pour y arriver, il faudrait remplir respecter un certain nombre de normes qui doivent être établies pour finalement y arriver. Et je crois que c'est la démarche qui est entreprise même par le gouvernement silinois de faire de changement du condition de la vie de Congolais une priorité. Et certes. Mais attendre pendant combien de temps? Patienter combien de temps? C'est ça le problème. Le processus, on veut bien patienter, vous savez. Mais pendant combien de temps la première ministre a été nommée depuis le mois d'avril? Mais je crois que le travail est fait, a été déclenché et très bientôt nous allons pouvoir récolter les fruits qu'il faut. Mais après, certes, nous sommes dans un pays où finalement tous les secteurs sont prioritaires. Et il est très difficile de savoir que nous allons commencer au point A et abandonner le point B. D'où aujourd'hui, effectivement, les choses, la volonté politique même, elle y est, mais après, il y a un travail qui est fait. Ça, on ne doit pas le nier ou le refuter. Non, ça ne sera pas juste, mais il y a un travail qui est fait. Et aujourd'hui, la vision est faite que les choses doivent être relancées et que les Congolais, dans l'ensemble, puissent se retrouver autour du chef de l'État. Et effectivement, le but ici, c'est de dire que la priorité, c'est les quotidiens du peuple congolais. Alors, nous allons reparler un tout petit peu de cette polémique qui a été suscitée, c'est le changement de la Constitution
Vous êtes maître. Alors, le changement de la Constitution, quelles sont les dispositions, selon vous, qui sont changeables, qui vous semblent changeables? Alors, on a tous suivi le message même du chef de l'État qui a essayé de calmer certains esprits qui débattaient sans contrôle en voulant lui prêter une forme d'intention. Alors, aujourd'hui, certes, il est grand temps que nous parlons révision de la Constitution. Il y a certes la Constitution, nous avons des articles qui sont verrouillés, mais je crois que la Constitution évolue aussi dans le temps, puisque les choses bougent, les choses évoluent. Ce qui a été acceptable hier ne l'est pas forcément aujourd'hui, et nous sommes appelés à évoluer, d'où la Constitution de la République aujourd'hui de savoir est-ce que les élections, est-ce qu'on devrait bannir finalement les élections de gouverneurs, est-ce que ça ne devrait pas être une nomination du président de la République, est-ce que ça ne devait pas entrer dans ses prérogatives? Alors toutes ces questions autour, je crois qu'il y a beaucoup de choses à épingler là-dessus au niveau de la Constitution, mais aujourd'hui aussi, on venait de parler des seigneurs de guerre. Voilà des choses qu'aujourd'hui on doit apporter modification pour garantir effectivement au sein de la Constitution que ceux qui prennent les armes contre la République ne peuvent pas demain prétendre vouloir intégrer les institutions. Et ça doit être garanti. Donc il y a tout un ensemble des choses qui doivent faire appel ou faire objet même d'une modification et pas modification, d'un ajout même au sein de la Constitution. Mais alors pourquoi les Congolais semblent sceptiques lorsqu'on parle du changement de Constitution ou de la révision de la Constitution? Oui, parce que vous savez, il y a une frange, il y a même une frange de l'opposition qui ont toujours tendance à vouloir amener les choses, vouloir interpréter les choses d'une certaine manière. Et la population, il faudrait le dire, notre population, beaucoup de Congolais, de nos compatriotes n'ont pas l'habitude de lire suffisamment. D'où il suffit d'une petite manipulation pour que l'on pense que l'on voudrait forcément changer, à ajouter au président de la République un certain nombre de mandats ou passer de 5 à 7 ans. Voilà. Alors qu'il y a des vraies questions, il y a des vraies réformes qui doivent être faites autour même de la Constitution, où les constitutionnalistes doivent s'asseoir et parler révision de la Constitution, certainement pour effectivement actualiser, faire évoluer notre Constitution. Je ne suis peut-être pas constitutionnaliste, mais de ce que je sais, de mon opinion personnelle, je pense que aujourd'hui, il est grand temps que nous repensons notre manière d'être. Nous avons la problématique des seuils, par exemple. On nous parle des seuils. Voilà, il y a tout ça, il y a toutes ces questions autour qui doivent être mises, mais malheureusement, nos camarades de l'opposition ont toujours tendance à vouloir tirer les draps du mauvais côté en oubliant que lorsque nous parlons de révision de la Constitution, les symboles, même les articles qui doivent faire objet d'une modification bénéficient à tous. Voilà un peu. Nous parlions de la guerre tout à l'heure, c'est vraiment le centre, en fait, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour arrêter la guerre? Alors, pour qu'elle cesse définitivement, il faut négocier directement avec le M23, négocier avec le Rwanda, puisque le chef de l'État a dit qu'il ne négociera pas. Vous savez, l'ancien régime a eu à faire 18 ans au pouvoir, ils ont eu à faire des négociations. Il y a eu un moment où on a eu un semblant d'accalmie. Mais aujourd'hui, nous voyons encore que ces M23 reviennent avec force, tout simplement parce que on va de négociation en négociation. Lorsqu'il s'agit de négocier, il s'agit d'une concession. Il y a des choses que l'on donne, il y a des choses aussi qu'on accepte de perdre. À un certain moment, lorsqu'on a tellement négocié, parce que vous savez, depuis, disons, les guerres qui a touché la RDC depuis 1997, on est allé des négociations en négociations. Il y a eu l'accord global inclusif, il y a eu les accords de Saint-Souci, il y a eu tout cet ensemble des négociations. À un moment donné, j'accompagne la vision, même la détermination du chef de l'État qui dit cette fois-ci, nous n'allons pas négocier. Certes, c'est une position qui reste assez mitigée parce que les gens vont se dire, mais écoutez, vous semblez être en position de faiblesse. Mais je fais confiance à sa vision en disant que oui, il est temps que nous prenions un autre chemin qui est certes pénible, mais au bout du tunnel, elle portera ses fruits. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette guerre?
Puisque, Cette guerre, il faudrait partir de son origine. Elle est une guerre instrumentalisée par les Occidentaux qui veulent mettre une main mise sur les minerais de la RDC au travers du Rwanda. Ça, nous le savons. Déjà, il faudrait partir de là. Le chef de l'État a entrepris des démarches que moi, que j'ai toujours saluées. C'était celle d'aller voir directement ceux qui préfèrent aller traiter avec le Rwanda pour dire, mais venez traiter avec nous. Certes, au niveau de la République démocratique du Congo, c'est à nous de revoir nos textes, le code minier qui doivent rassurer ces investisseurs, une fois arrivés sur le sol congolais, de se sentir garantis, de se sentir assurés que les choses vont marcher d'une certaine manière. Mais c'est la démarche qui a été entreprise, mais aussi de montrer à l'adversaire que nous avons suffisamment mis des moyens sur notre armée pour qu'elle puisse militer et lutter efficacement contre notre agresseur, le M23, au travers du Rwanda. Et aujourd'hui, très malheureusement, il y a des Congolais qui ont rejoint encore ces caps-là pour finalement dédouaner d'une certaine manière le Rwanda. Et ça, c'est très déplorable. Mais finalement, à quoi servent les trêves humanitaires à répétition qu'on est en train de subir ou bien qu'on est en train d'acquérir ou d'avoir? Alors, la trêve humanitaire, comme nous venons de tous l'apprendre, qu'elle a d'ailleurs été prolongée par les États-Unis, c'est un peu un modus operandi qui permet certes aux populations d'avoir un semblant de répit, on va dire ça comme ça, mais aussi à tous ces services humanitaires d'aide puissent arriver à atteindre certains milieux qui, grâce à tous ces balles qui trépissent, c'est très difficile d'accès, mais aussi pour permettre à ce qu'il y ait eu des pourparlers des parts et d'autres. Certes, la RDC a décidé de prendre une forme de position, mais en même temps, ça permet aussi à la RDC de renouveler ses stratégies au travers de son armée et de pouvoir voir dans quelle mesure nous allons pouvoir remporter cette guerre et ramener la paix à l'est du pays. Mais finalement, cette trêve, comme vous dites, un semblant de paix n'est pas finalement efficace parce qu'on a besoin d'une véritable paix durable. C'est l'objectif. C'est l'objectif et de ramener la paix. Et je crois que le président de la République s'est tellement investi là-dedans. Aujourd'hui, nous saluons les efforts qui ont été faits, même au niveau des moyens déployés au sein de l'armée, pour que finalement que nos combattants, ceux qui sont au front, puissent être dans les conditions de combattre et afin de ramener la paix. Cette trêve, semblant de paix, oui, mais elle est nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire pour permettre à certains de nos compatriotes de pouvoir se rejoindre les camps de réfugiés où ils peuvent avoir un peu de nourriture, un peu de soins de santé, parce que vous savez, dans ces milieux de guerre, il y a tellement beaucoup de choses qui arrivent et c'est toujours important. C'est très difficile de se déplacer lorsqu'il y a les balles, les chars tout ce qu'il y a comme munitions de guerre, de se déplacer et rejoindre un Kandou. Ça permet aussi à ceux qui se sont cachés peut-être dans les brousses et qu'on sorte de rejoindre les camps et de se faire soigner, d'avoir de quoi manger. Et ça reste des situations très difficiles et nous espérons et nous prions à ce que nous, Congolais, nous puissions rétablir la paix à l'est du pays. Alors, la population ne comprend pas très bien également le procès Corneille Nangaa. Moi, j'ai entendu carrément Lingala, mais Azan a été Bazo Sambi. Comment ça s'est fait et ça peut s'expliquer? Il faudrait que, c'est vrai que je comprends un peu, mais vous savez, en droit congolais, l'on peut juger un prévenu par défaut. Voilà, on peut juger un prévenu par défaut, et c'est même prévu par le code pénal. Je vois entre les articles 56 à 66 du code pénal. C'est une procédure qui est, certes, elle doit respecter, par exemple, il faudrait que l'accusé puisse être notifié, et après ça, il y a toute une procédure qui va autour de cela, mais il faudrait retenir l'essentiel que c'est possible de juger et même de condamner par défaut selon notre code de procédure pénale. Donc, ils ont tous été condamnés à la peine de mort. Je crois que c'est aujourd'hui le verdict. Je n'ai pas encore. Le ministère public a requis la peine de mort. Mais oui, la peine de mort, c'est vraiment
J'ai toujours été pour le fait que l'on puisse finalement lever ce moratoire, du fait qu'elle permet aujourd'hui de montrer à ceux qui voudront s'hasarder dans cette démarche contre les valeurs républicaines, contre même la nation, de se dire que voilà, cette sanction, elle sera aussi dissuasive, mais aussi pour effectivement montrer que une fois que vous êtes condamné à mort de cette façon pour haute trahison à la République, vous ne serez plus en mesure de revenir prétendre, parce que l'histoire ne va plus se répéter. Ceux qui ont eu à une certaine époque ont rejoint les groupes armés, qui après ont intégré les institutions, cette histoire ne va plus se répéter. La République démocratique du Congo, on a acquis suffisamment de maturité aujourd'hui pour que les choses, d'une certaine manière, ne puissent plus se répéter. Et je pense que le ministère public, l'auditeur militaire a requis finalement la peine de mort, et on attend finalement que le verdict soit prononcé à l'encontre de tous ces traîtres. Puisqu'on parle justice, vous avez vu la vidéo de notre confrère qui a parlé des conditions d'incarcération à Makala. C'est quand même déplorable. Quelle a été votre appréhension directement? Alors, moi, je me suis réjouie, personnellement, je me suis réjouie finalement que l'on en parle en tant que praticien du droit. Vous savez, j'y vais souvent, et moi-même personnellement, je travaille un peu dans cette commission qui se charge des enfants qui se retrouvent, les enfants en conflit avec la loi. Alors, les conditions carcérales dans notre pays ont toujours été très difficiles. Il faudrait le dire, que la capacité d'accueil même de la prison, la capacité d'accueil aujourd'hui, les nombres des détenus qui s'y trouvent, c'est largement au-dessus, et sans compter toutes les manœuvres qu'il y a autour même de l'appareil judiciaire, qui fait que pour des faits bénins, on arrive à trouver des gens qui se retrouvent en prison, des personnes qui arrivent pour une détention provisoire, et après ils ne sont pas jugés, ils sont un peu quasiment jetés dans les oubliettes. Je crois que ces questions-là, effectivement, sont à dénoncer, et je salue aussi la démarche même du ministre Mutamba, qui va personnellement en prison, va à la rencontre des différents détenus, et qui a lancé cette procédure de mise de grâce, où il y a au moins 400 quelque chose. Voilà, à la fin de chaque semaine, où on est là, c'est vraiment pour désengorger finalement la prison. Et moi, je ne peux que saluer ça. Mais est-ce que c'est pas du populisme finalement? Du populisme du ministre de la Justice? Du populisme, non, parce que le problème, il est réel. Le problème de la justice, le chef de l'État l'a lui-même dit, que la justice, elle est malade. Donc, je ne vois pas où on peut faire du populisme, là où les choses, ça ne va pas. Vous avez vu les conditions où il y a des gens qui sont tassés sur le sol, tout simplement parce qu'il y a un surpeuplement au niveau de la prison. D'où le fait que le ministre s'en charge et décide finalement, au regard des dossiers des détenus, que voilà, qui peuvent commencer à faire partir de là 400 personnes. Il n'y a rien de populisme, c'est essayer de ramener l'humain même à sa juste valeur. C'est vrai qu'il a soit commis une infraction qui l'a conduit là-bas, mais ce n'est pas appeler qu'il soit dans des conditions inhumaines. Non, c'est plutôt salutaire. Ça n'a rien à voir avec le populisme. Vous savez, ça, c'est purement politique. Mais du point de vue juridique, on sait se dire qu'il y a une volonté de faire changer les choses et d'essayer de guérir un tant soit peu l'appareil judiciaire. On est vraiment à la fin. Il nous reste deux petites questions. La première, c'est vraiment d'actualité. En fait, l'avant-dernière question, c'est vraiment d'actualité. Finalement, la Force du Progrès est une milice au service de l'UDPS? Alors, il y a eu des désordres simplement parce que le secrétaire général Augustin Kabouya a accompagné le ticket au Sénat. Vous avez vu les actes de vandalisme au Palais du Peuple. Je crois que l'UDPS aujourd'hui, en 37 ans d'opposition, a failli. En ce sens qu'elle a failli à former des individus qui ont la notion de respect même
à l'égard des institutions et même de principes qui entourent un État. Et ça, c'est la mission où bon nombre de partis politiques ont tendance à faillir. Au-delà même de la conquête du pouvoir, un parti politique a la mission, cette mission pédagogique de former des citoyens, de transmettre des valeurs républicaines à ses militants. Et aujourd'hui, la force du progrès, nous voyons ce sont des jeunes. Moi, ça m'attriste parce que ce sont des jeunes qui, au sein des partis politiques qu'on utilise, plus ce côté dynamique, ce côté, cet engagement, cette rage, cette vivacité d'esprit, mais l'on a oublié qu'il fallait former. Nous voulons certes conquérir le pouvoir, mais avec quel type de dirigeants de demain? Et aujourd'hui, il est regrettable que plusieurs partis politiques, il n'y a pas que l'UDPS, se retrouvent en possession de ces formes de milices, où nous avons au sein des partis politiques des militants qui finalement se sont transformés en de petits groupes de milices qui font beaucoup de dérapages, et ça c'est bien malheureux, et c'est à bannir pour un pays, pour un État qui veut prôner le respect même des libertés individuelles. Je crois que c'est vraiment à revoir, et que les dirigeants de ce parti devront être un peu plus regardants sur ces déviations qui ne nous honore pas, et qui me salue aussi par la même occasion, et qui ternit même l'image du Sphinx le docteur Etienne Tshisekedi, et c'est bien triste. Ça sera la dernière question de cette émission. Qu'attendez-vous finalement de ce Parlement pour on va dire, les 5 prochaines années? Alors, pour les parlements, j'ai très envie de dire, il faudrait des tests des lois, mais je sais que en République démocratique du Congo, nous avons les textes qu'il faut, mais elles souffrent de la mise en application. Et aujourd'hui, je crois qu'avec le nouveau Parlement, tout ce que moi j'attends d'eux, c'est qu'elles doivent vraiment être regardants sur la mise en application des textes déjà existants. Et s'il y a absence de loi, c'est au Parlement, effectivement, ils ne seront pas une caisse de résonance de tout ce que le gouvernement va dire, parce que finalement, il n'y a pas de forte opposition. Hein. La mission parlementaire, il faudrait savoir qu'elle est là pour contrôler. Exactement. Tout ce que le gouvernement fera doit être soumis au contrôle. On a même perdu finalement l'habitude de voir des véritables motions de censure contre des ministres qui ne dirigent pas bien, qui ne font pas bien leur travail. Et ça, c'est bien dommage. J'espère vraiment, avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qu'il y aura ce retour de la norme où le travail sera fait, pas seulement un travail de complaisance, mais un travail réel de fond qui doit être fait au niveau des ministres, au niveau des textes. Est-ce que l'applicabilité de ces textes ont été... D'où je n'aime pas être négative, mais je préfère rester très pessimiste sur ce que je vois, sur les différents acteurs qui sont là, et en espérant que les choses vont avancer et vont nous emmener finalement à une meilleure gestion que ce que nous avons connu jusque-là. Maître Dalia Tshilanda, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je vous remercie, le plaisir il est partagé. Ça a été un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission comme à l'accoutumée. Merci de nous suivre semaine après semaine. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée en mon nom et en nom de cette merveilleuse équipe. Je vous dis merci et je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.